La colère n'est pas seulement crier ou serrer les poings. C'est ce feu silencieux qui te ronge de l'intérieur lorsque quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais. C'est cette envie de briser des choses, de dire ce que tu sais que tu vas regretter, d'agir sans réfléchir. C'est cette force qui te domine, te secoue et puis te laisse plus vide qu'avant. Le pire, c'est que beaucoup le voient comme quelque chose de normal, comme une partie de leur caractère. C'est comme ça que je suis, disent-ils, comme s'ils ne pouvaient pas changer, comme si être en colère était une identité, pas un problème. Mais la vérité est que la colère, si tu ne la maîtrises pas, te consume. Et elle n'emporte pas seulement ta paix, elle emporte tes relations, tes décisions, ton respect, ta santé. Les stoïciens le savaient. Pour eux, la colère était l'une des passions les plus destructrices de l'âme. Ils la comparaient à une folie momentanée. Et pas parce qu'ils étaient froids ou distants, mais parce qu'ils comprenaient que celui qui ne peut pas se gouverner lui-même est condamné à être esclave de ses impulsions. Mais aujourd'hui, il ne suffit pas seulement de belles phrases de Marc Aurèle ou d'Épictète. Nous avons besoin de comprendre pourquoi nous nous mettons en colère, ce qui se passe dans notre cerveau, comment cette impulsion se forme, comment elle se renforce, et surtout, comment elle se renverse. C'est pourquoi cette vidéo va au-delà de la simple répétition de ce que Sénèque a dit. Nous allons combiner la philosophie classique avec des outils modernes, la psychologie, les neurosciences et, surtout, le bon sens. Je ne te promets pas que tu vas arrêter de te mettre en colère. Ce serait un mensonge. Ce que je te promets, c'est que si tu prêtes attention à ce qui suit, tu vas arrêter d'être dominé par ta rage. Tu vas apprendre à la transformer en clarté, en action, en contrôle. Ceci n'est pas pour ceux qui cherchent des solutions douces. C'est pour ceux qui en ont marre d'être emportés par leur propre fureur et veulent reprendre le contrôle. Maintenant, passons aux 8 façons de maîtriser la colère d'un point de vue stoïcien, applicable dans le monde réel, pas dans les livres de fantaisie. 1. Briser la culpabilité externe. S'il y a quelque chose qui alimente la colère comme de l'essence sur un feu, c'est le besoin constant de blâmer quelqu'un d'autre. Cette obsession de trouver un ennemi, un coupable externe. On nous a appris depuis notre enfance que lorsqu'une chose ne se passe pas comme nous le voulons, il y a toujours un responsable là-bas. La personne qui nous a mal parlé, le conducteur qui s'est interposé, le patron qui ne nous respecte pas, le partenaire qui ne nous comprend pas, la société, le système, le passé. Toujours quelque chose ou quelqu'un. N'importe quoi, sauf nous. Et oui, souvent les choses sont injustes. Parfois, les gens se comportent vraiment comme un désastre. Mais le problème n'est pas ce que font les autres. Le problème est que nous devenons accros à pointer du doigt. Nous devenons des victimes professionnelles. Et quand on se met dans cette position, on perd automatiquement le contrôle de sa vie. On donne les clés de sa stabilité émotionnelle à tout ce qui nous entoure. Les stoïciens l'ont compris de manière brutalement claire. Tu ne peux pas contrôler ce que font les autres, mais tu peux contrôler ton jugement à ce sujet. Épictète le disait sans détour, ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Et c'est là que se produit la rupture. Parce que lorsque tu arrêtes de chercher des coupables là-bas, tu te rends compte que la colère n'est pas une réponse automatique, c'est une décision. Une décision que tu prends souvent sans t'en rendre compte, parce que ton esprit est entraîné à réagir. Mais tu peux le réentraîner. La neuroscience le confirme. La colère n'est pas un interrupteur magique qui s'active tout seul. C'est une chaîne. D'abord, quelque chose se passe. Ensuite, tu l'interprètes. Et c'est là que tout se définit. Cette microseconde entre le stimulus et ta réponse est la porte du contrôle. Si tu vis en blâmant les autres, cette porte est fermée à clé. Mais si tu commences à regarder à l'intérieur, tu peux insérer la clé et changer de direction. Littéralement, changer la chimie de ton cerveau. Parce que la colère est liée au système limbique, cette partie primitive du cerveau responsable de la réaction émotionnelle. Mais le cortex préfrontal, la zone la plus évoluée, a la capacité d'intervenir, de raisonner, de freiner. Le problème est que, si tu justifies toujours ta colère par ce que font les autres, tu n'entraînes jamais cette partie. Et la colère devient un réflexe, pas un choix.
Briser la culpabilité externe n'est pas de la douceur. Ce n'est pas justifier l'injustifiable. C'est prendre une responsabilité absolue sur ta réaction. Et cela, bien que cela puisse sembler contradictoire, te rend le pouvoir. Parce que si ce qui me met en colère dépend de ce que fait l'autre, je suis foutu. Mais si cela dépend de la façon dont j'interprète, je traite et je décide de répondre, alors j'ai le contrôle. Marc Aurèle, empereur de Rome et stoïcien jusqu'à la moelle, l'a écrit dans son journal « Quand tu te lèves le matin, pense que tu vas rencontrer des gens intrusifs, ingrats, arrogants, malhonnêtes, jaloux et grossiers. » Il ne le disait pas avec résignation, il le disait avec acceptation, parce qu'il comprenait qu'attendre que le monde ne te provoque pas est un piège. Ce qui compte, c'est ce que tu fais quand il te provoque. La première étape pour maîtriser ta colère est d'arrêter de voir les autres comme des déclencheurs inévitables. Ce ne sont que des personnes faisant ce qu'elles savent, ce qu'elles peuvent, ce qu'elles ont appris. Peut-être sont-elles maladroites, peut-être sont-elles égoïstes, peut-être oui, elles ont tort. Et alors, tu n'es pas leur reflet, tu es libre, mais seulement si tu le décides. Veux-tu maîtriser ta rage ? Commence par briser la narration selon laquelle les autres te mettent en colère. Personne n'a ce pouvoir, sauf si tu le lui donnes. C'est du stoïcisme en action. Pas une jolie phrase, pas une citation pour Instagram. Action réelle, pratique quotidienne, une habitude mentale. Quand quelqu'un t'offense, demande-toi, cette personne contrôle-t-elle vraiment mon état interne ? Vais-je lui donner ma tranquillité juste parce qu'elle a dit quelque chose de stupide ? Vais-je tout jeter par la fenêtre parce que quelqu'un s'est mal comporté ? Si la réponse est oui, alors tu n'es pas en colère pour ce qu'ils ont fait. Tu es en colère parce que tu crois que le monde te doit quelque chose. Et il ne te le donne pas. Et cela, plus que de la colère, c'est de l'ego. Briser la culpabilité externe est le début d'une révolution interne. C'est cesser d'être un otage émotionnel et commencer à vivre à partir d'un lieu plus solide, plus serein, plus libre. Veux-tu une vraie force ? Contrôle-toi. Veux-tu un vrai pouvoir ? Arrête de blâmer. Et quand tu le feras, tu découvriras que beaucoup de choses qui t'allumaient auparavant cessent simplement d'avoir de l'effet sur toi. 2. Regarde le monstre sans cligner des yeux. Maîtriser la colère ne consiste pas à la cacher ni à prétendre qu'elle n'existe pas. Il ne s'agit pas de sourire à l'extérieur tandis qu'à l'intérieur tu brûles. Il ne s'agit pas non plus d'ingérer tout jusqu'à ce que tu exploses. Ce n'est pas de la force, c'est de la répression. Et tout ce que tu réprimes finit par sortir pire. Si tu veux vraiment le contrôler, la première chose que tu dois faire est de regarder la colère en face. Sans excuse, sans déguisement. Tu dois voir le monstre sans cligner des yeux. Le problème est que beaucoup de gens ont peur de leur colère. Non pas parce qu'elle est dangereuse, mais parce qu'elle révèle des parties d'eux-mêmes qu'ils ne veulent pas accepter. La colère expose l'ego, l'insécurité, le besoin de contrôle, le désir de vengeance, la douleur non résolue. Elle te montre des choses que tu n'aimes pas de toi. Et c'est pourquoi tu préfères l'ignorer ou la justifier. Mais ce que tu n'affrontes pas te domine. Ce que tu ne comprends pas te contrôle. Et la colère n'est pas une exception. Les stoïciens ne parlaient pas de supprimer les émotions. Ils parlaient de les comprendre, de les analyser avec un esprit clair, comme un médecin examine une blessure, sans jugement, mais avec précision. Pour Marc Aurèle, les émotions étaient des phénomènes naturels de l'âme. Il ne les niait pas, mais ne les alimentait pas non plus. Il disait, si tu es contrarié par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose en elle-même, mais à ta perception de celle-ci. Et tu as le pouvoir de changer cette perception à tout moment. C'est la clé. Observer attentivement ce que tu ressens et découvrir ce qui le provoque réellement. Car souvent, la colère n'est rien de plus que le masque d'une autre émotion. Tu te mets en colère parce que tu as peur, parce que tu te sens attaqué, parce que tu ne sais pas comment gérer ce qui se passe, parce que tu es frustré avec toi-même. Mais il est plus facile de crier que de reconnaître la blessure. Il est plus confortable de blâmer l'autre que d'admettre qu'il y a quelque chose en toi qui ne va pas. Et tant que tu continues à réagir sans comprendre, tu continues à perdre. Encore et encore.
La psychologie appelle cela conscience émotionnelle. C'est la capacité d'identifier ce que tu ressens avant d'agir. Et ce n'est pas un don mystique, c'est une compétence qui se développe. Lorsque tu sens que la rage monte, ne fuis pas, n'explose pas, arrête-toi, observe. Qu'est-ce que tu ressens exactement? Qu'est-ce qui l'a déclenché? Quelles pensées ont traversé ton esprit? Quelle histoire te racontes-tu à ce moment-là? Parce que la colère n'est presque jamais ce qu'elle semble être. Il y a des couches, et si tu ne les explores pas, tu resteras coincé à la surface. La neuroscience soutient cela clairement. Lorsque tu pratiques l'auto-observation, tu actives des zones du cerveau qui te permettent de réguler tes émotions. Tu crées littéralement de nouvelles voies neuronales qui te donnent plus de contrôle sur tes impulsions. Ce n'est pas de la magie, c'est de la pratique constante. C'est regarder le monstre et dire « Je te vois, je comprends pourquoi tu es là, mais c'est moi qui commande ». C'est la différence entre quelqu'un qui explose et quelqu'un qui domine. Regarder le monstre sans cligner des yeux signifie aussi assumer que ta colère a des conséquences. Ce n'est pas quelque chose qui se passe seulement en toi. Elle impacte ce que tu dis, comment tu agis, comment tu te relates. Chaque fois que tu perds le contrôle, tu laisses des marques, parfois sur les autres, parfois sur toi-même. Et ces marques s'accumulent. Elles deviennent de la culpabilité, de la honte, du regret. C'est pourquoi il est si important de voir clairement ce que tu fais avant qu'il ne soit trop tard. Il ne s'agit pas de ne rien ressentir, il s'agit de ressentir tout avec conscience. Le stoïcien n'est pas froid, il est ferme. Il n'est pas indifférent, il est sage, parce qu'il sait qu'il n'y a pas de victoire plus grande que de se maîtriser soi-même au milieu du chaos. Et pour cela, il a besoin de voir tout ce qui se passe à l'intérieur sans peur, sans mensonge, sans évasion. Regarde ta colère, étudie-la, pose-lui des questions. Que veut-elle te dire? Quelle douleur l'alimente? Quelle croyance la maintient en vie? Et surtout, quelle partie de toi a intérêt à continuer à la ressentir? Parce que souvent, c'est ton orgueil qui ne veut pas lâcher prise. C'est ton ego qui a besoin d'avoir raison. Mais tu n'es pas ton ego. Tu es la partie qui peut tout observer et choisir. Maîtriser la colère commence par arrêter de la fuir. Ne l'ignore pas, ne la nie pas, ne la justifie pas. Regarde-la en face, avec le cœur ferme et l'esprit ouvert. Et quand tu le feras, tu remarqueras quelque chose. Le monstre n'était pas aussi grand qu'il semblait. Il avait juste besoin que quelqu'un le regarde avec courage et le remette à sa place. 3. Respire comme un sage, ne réagissez pas comme un esclave. L'un des signes les plus clairs que quelqu'un n'a pas de contrôle sur lui-même est la rapidité avec laquelle il réagit. Un mot suffit, un regard, un ton mal interprété, et il explose. Il crie, frappe la table, insulte, lance des accusations. Il agit avant de penser. Et ensuite, quand il se calme, vient le regret. Mais il est déjà trop tard. Il a blessé, détruit, perdu. Ce n'est pas de la force, c'est de l'esclavage émotionnel. Tu es contrôlé par ton instinct le plus primitif. Tu réagis comme un animal acculé, pas comme un être rationnel. Le stoïcien n'agit pas ainsi. Le stoïcien respire. Et je ne dis pas cela comme un cliché bon marché de méditation. Je le dis avec poids, avec sens, parce que la respiration est l'encre entre l'impulsion et l'action. C'est la petite fissure par laquelle la conscience se faufile. Et si tu apprends à l'utiliser, elle peut te sauver de toi-même. Chaque fois que quelque chose t'enflamme de l'intérieur, ne réagis pas immédiatement. Arrête-toi. Respire profondément. 1 fois, 2 fois. Autant de fois que nécessaire. Non pas pour te calmer, bien que cela aussi, mais pour te rappeler que tu décides comment agir. Cette pause, ce simple acte de respirer, donne à ton esprit rationnel le temps de s'activer. C'est dans cet espace que tu reprends le contrôle. La neuroscience le confirme. La respiration profonde active le système nerveux parasympathique, celui qui t'aide à te détendre et à penser clairement.
Elle réduit l'activité de l'amygdale, cette zone du cerveau qui déclenche la réaction émotionnelle. Tu changes littéralement ton état physique et mental en quelques secondes. C'est un outil puissant. Et le meilleur, tu l'as toujours avec toi. La psychologie comportementale l'enseigne aussi. La clé pour changer une habitude émotionnelle n'est pas d'éliminer l'émotion, mais d'interrompre le schéma automatique qui la suit. Si chaque fois que tu te mets en colère, tu réagis de la même manière, tu renforces le même circuit encore et encore. Mais si tu insères une pause, si tu introduis une respiration consciente entre le stimulus et la réponse, tu brises le cycle. Tu écris un nouveau scénario, un où tu es aux commandes. Épictète disait « Personne ne peut te nuire sans ton consentement ». Mais ce consentement est souvent donné en une seconde, quand tu ne penses pas, quand tu ne t'arrêtes pas. C'est pourquoi la pause est si précieuse, parce que c'est le moment où tu choisis de ne pas donner ta paix à la provocation. Il y a ceux qui croient que respirer, attendre, se retenir est un signe de faiblesse. Que le vrai pouvoir réside dans la réponse avec force, avec des cris, avec des coups sur la table. Mais il n'y a rien de plus facile que de réagir. Ce qui est difficile, c'est de s'arrêter. Ce qui est fort, ce n'est pas d'exploser. Ce qui est fort, c'est de contenir le feu et de le canaliser avec intelligence. Ce n'est pas n'importe qui peut le faire. C'est quelqu'un qui s'entraîne tous les jours pour être maître de lui-même. Marc Aurèle, au milieu des guerres, des trahisons, des maladies et du chaos politique, a écrit « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à ceux qui te font du mal. » Et comment y parviens-tu? En ne réagissant pas comme eux, en ne tombant pas dans le même jeu, en respirant quand tout en toi te crie d'agir sans réfléchir. Imagine que chaque fois que tu ressens de la colère, une porte invisible apparaît devant toi. Une porte que tu peux traverser ou ignorer. Si tu l'ignores, tu réagis comme d'habitude, tu perds le contrôle et tu finis par regretter. Mais si tu traverses cette porte, et tu le fais en respirant, en faisant une pause, en observant, tu passes de l'autre côté avec dignité, avec pouvoir, avec conscience. Ce n'est pas facile, mais chaque fois que tu y parviens, tu deviens plus fort. Respirer comme un sage n'est pas une technique de plus. C'est une déclaration. C'est dire « je peux ressentir cette fureur, mais je ne vais pas la laisser me contrôler ». C'est accepter l'émotion sans devenir elle. C'est montrer que tu as un niveau de contrôle que très peu de personnes atteignent. La prochaine fois que quelqu'un te provoque, ne réponds pas immédiatement. Reste silencieux. Inspire lentement. Expire profondément. Répète, si nécessaire. Cet espace que tu crées ne te protège pas seulement, il te transforme. Parce qu'il cesse d'être une réaction et devient un choix. Et c'est là le véritable pouvoir. Choisir comment agir, même quand tout en toi veut crier. Si tu veux maîtriser ta colère, commence par maîtriser ta respiration. Parce que celui qui respire pense, celui qui pense décide, et celui qui décide avec clarté ne sera jamais esclave de sa colère. 4. Désarme tes jugements. Tu ne te mets pas en colère pour ce qui se passe. Tu te mets en colère pour ce que tu penses de ce qui se passe. C'est la racine. Le véritable ennemi n'est pas la situation, c'est le jugement que tu portes sur elle. Et tant que tu ne comprends pas cela, tu vivras en réagissant comme si tout ce qui se passe était une menace directe à ta valeur, à ton identité, à ton monde. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui se passe est juste cela, quelque chose qui se passe. Le reste, c'est toi qui le mets. Imagine que quelqu'un t'interrompt pendant que tu parles. L'action en soi est simple, mais ce qui te met en colère n'est pas le fait, c'est l'interprétation. Il me manque de respect. Je ne compte pas pour lui. On m'ignore toujours. Encore la même chose. En quelques secondes, ton esprit construit une histoire complète à partir d'un seul geste. Cette histoire t'enflamme de l'intérieur et tu réagis avec fureur. Mais tu ne te défends pas de la réalité. Tu te défends de ta propre idée de ce qui s'est passé. Désarmer tes jugements, c'est te rendre compte de cela. C'est apprendre à séparer le fait de l'interprétation. C'est avoir la discipline de ne pas croire tout ce que tu penses sur le moment. Parce que tes pensées, à chaud, sont souvent déformées. Elles sont filtrées par l'ego, par la fatigue,
par des expériences passées, par des blessures que tu n'as jamais fini de guérir. Et si tu n'apprends pas à les remettre en question, tu finis par agir à partir de la fiction. La psychologie appelle cela distorsion cognitive. Ce sont des schémas mentaux qui exagèrent, généralisent, dramatisent. Quand tu es en colère, il est facile de tomber dedans. On me traite toujours comme ça, tout le monde est contre moi, cela ne devrait pas se passer. Mais ces pensées ne sont pas des vérités. Ce sont des pièges, et la colère se nourrit de ces pièges. Si tu ne les détectes pas, si tu ne les désarmes pas, ils finissent par gouverner ta réaction. Maîtriser le jugement nécessite une compétence que peu de personnes pratiquent. S'observer, voir ce que tu penses, au moment où l'émotion commence à grandir. Te demander, est-ce que ce que je pense est un fait ou une interprétation ? Est-ce que je réagis à ce qui s'est réellement passé ou est-ce que je crois que cela signifie? Suis-je sûr que c'est aussi grave que cela semble ou est-ce que je vois tout à travers un filtre déformé? Cette pause mentale peut tout changer. Ce n'est pas du déni. Ce n'est pas de la passivité. C'est de la lucidité. Parce que tandis que d'autres répondent de manière automatique, tu choisis à partir de la conscience. Tu coupes l'impulsion à la racine, pas à la surface. Tu désarmes le jugement avant qu'il ne devienne une explosion. La neuroscience a aussi quelque chose à dire ici. Chaque fois que tu identifies une pensée irrationnelle et que tu la corriges, tu actives ton cortex préfrontal et tu réduis l'activité émotionnelle impulsive. Tu entraînes ton cerveau à voir plus clairement, à répondre plutôt qu'à réagir, à avoir une perspective plutôt qu'à perdre la tête. Mais cela ne se réalise pas avec de jolies phrases, ni avec des livres soulignés. Cela se réalise avec de la pratique, chaque jour, à chaque instant. Quand quelqu'un se met en travers de ton chemin, quand on te dit quelque chose que tu n'attendais pas, quand tu sens que tout t'irrite, c'est alors que tu dois t'arrêter et vérifier qu'est-ce que je pense en ce moment. Cette pensée m'aide-t-elle ou m'empoisonne-t-elle? Est-elle réelle ou est-ce une histoire que je me raconte pour justifier ma colère? Parce que si le jugement est le déclencheur, alors le contrôle est dans la façon dont tu penses. Personne ne peut t'empêcher d'avoir des pensées automatiques, mais tu peux choisir de ne pas rester coincé dedans. Tu peux laisser passer l'émotion sans la transformer en action. Tu peux respirer, observer et corriger. Tu n'as pas besoin d'avoir raison tout le temps. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait. Tu n'as pas besoin de contrôler les autres. Tu as besoin de contrôler tes pensées. Parce que c'est là que tout commence. C'est là que naît la colère. Et c'est aussi là qu'elle peut être désactivée. La prochaine fois que tu te sens brûlé de l'intérieur, ne regarde pas à l'extérieur. Regarde ce que tu penses. Et pose-toi une seule question. Est-ce que je vois ce qui s'est passé? Ou est-ce que je vois ce que je veux croire qui s'est passé? Si tu as le courage de te poser cette question, tu auras aussi la force de changer ta réponse. Désarmer tes jugements, c'est désarmer la bombe avant qu'elle n'explose. C'est arrêter de se battre contre des ennemis imaginaires. C'est vivre avec moins de colère et plus de vérité. Et il n'y a rien de plus puissant que cela. 5. Traitez-les comme des enfants. Parfois, la colère naît d'une attente impossible, espérer que tout le monde agisse avec maturité, logique et respect. Mais la réalité est autre. Les gens ne pensent pas toujours avant de parler, ne mesurent pas toujours les conséquences de leurs actes, ne contrôlent pas toujours leurs émotions. Et si vous vivez en attendant que tout le monde se comporte à la hauteur, vous allez vivre déçu et en colère. C'est ici qu'intervient un changement de perspective qui, bien qu'inconfortable au début, peut vous libérer complètement. Commencez à voir les gens comme des enfants émotionnels. Ce n'est pas par mépris, c'est par clarté. Car bien souvent, c'est exactement ce qu'ils sont. Des personnes qui n'ont jamais appris à gérer leurs frustrations, qui agissent impulsivement, qui cherchent de l'attention, qui ont besoin d'avoir raison, qui ne savent pas demander pardon. Et si vous répondez avec la même énergie, vous tombez dans leur jeu, vous devenez l'un d'eux. Mais si vous apprenez à les traiter comme ce qu'ils sont, des esprits immatures coincés dans des corps d'adultes, votre réaction change complètement.
Il ne s'agit pas de se sentir supérieur, il s'agit d'avoir une vision plus large, de comprendre que souvent, cette personne qui vous crie dessus n'est pas méchante. Elle est limitée. Que celui qui vous insulte est probablement en train de répéter des schémas qu'il traîne depuis des années, que celui qui vous provoque, bien souvent, ne sait même pas ce qu'il fait, et que si vous le prenez personnellement, vous avez perdu, car vous luttez contre quelqu'un qui ne comprend même pas le mal qu'il fait. Voir les autres comme des enfants émotionnels ne signifie pas tout permettre. Cela ne signifie pas rester silencieux ou être soumis. Cela signifie ne pas répondre avec la même énergie. Cela signifie rester centré lorsque l'autre a perdu le sien. Cela signifie avoir du contrôle, pas de la faiblesse. La psychologie a démontré que la plupart des réactions explosives ne viennent pas du présent, mais de blessures non résolues. Des personnes qui ont grandi avec le rejet, avec des manques, avec des modèles négatifs, et qui répètent maintenant ces comportements sans s'en rendre compte. Elles sont coincées dans leurs émotions. Elles n'ont pas appris à grandir intérieurement. Si vous attendez de la maturité de quelqu'un qui n'a pas guéri, vous serez toujours frustré. C'est ici qu'intervient un acte de sagesse pratique. Observer sans absorber. Voir la réaction de l'autre sans se laisser entraîner. Comme si vous regardiez un enfant faire une crise de colère. Vous ne criez pas avec lui. Vous ne vous mettez pas à son niveau. Vous le voyez, vous le comprenez et vous agissez avec sang-froid. Vous pouvez faire la même chose avec les adultes qui n'ont pas encore appris à se gérer. Ce n'est pas du romantisme, c'est une stratégie émotionnelle. Parce que lorsque vous répondez avec calme, vous contrôlez la scène. Vous donnez le rythme, vous gardez votre pouvoir. L'autre peut crier, insulter, provoquer, mais si vous n'entrez pas dans ce jeu, vous gagnez. Non pas parce que vous vous imposez, mais parce que vous ne vous laissez pas entraîner. En neurosciences, cela est lié à l'autorégulation émotionnelle. C'est la capacité de maintenir la stabilité interne, même lorsque l'environnement devient chaotique. Cela s'entraîne, cela se renforce, et chaque fois que vous choisissez de ne pas répondre avec colère, votre cerveau crée de nouvelles voies qui vous rendent plus résistant, plus lucide, plus fort. Traiter les gens comme des enfants émotionnels ne signifie pas les sous-estimer. Cela signifie arrêter de les idéaliser. C'est comprendre que tout le monde n'a pas votre niveau de conscience, votre niveau de travail intérieur, votre capacité de contrôle. Et si vous réagissez comme eux, en quoi êtes-vous différent? La colère naît souvent du désir de changer l'autre, de lui demander d'être comme vous le voulez. Mais vous n'êtes pas venu pour éduquer les adultes. Vous êtes venu pour vous éduquer vous-même. Votre tâche n'est pas de réformer le caractère des autres, mais de construire le vôtre. Lorsque vous comprenez cela, la colère perd de sa force, parce que vous arrêtez d'attendre l'impossible. Vous arrêtez de prendre tout comme une attaque personnelle, et vous commencez à répondre avec une autre énergie, plus ferme, plus consciente, plus libre. Il y aura toujours des gens qui continueront à agir avec immaturité. Vous ne pouvez pas contrôler cela, mais vous pouvez choisir de ne pas répondre avec la même maladresse. Vous pouvez rester calme, vous pouvez rester digne, vous pouvez rester ferme sans vous perdre dans le chaos de l'autre. Traitez-les comme des enfants, non pas pour vous moquer, non pas pour vous sentir supérieur, mais pour ne pas vous laisser entraîner au même niveau d'aveuglement émotionnel. Parce que celui qui se contrôle lorsque l'autre perd le contrôle a déjà gagné. 6. Réécrivez le scénario mental. Chaque personne vit dans une histoire, une narration qui se répète dans son esprit jour après jour. On ne me respecte pas, on m'ignore toujours, tout va mal pour moi, les gens sont des ordures, je dois me défendre ou on me marche dessus. Ce scénario mental n'est pas la réalité, mais il détermine comment vous l'interprétez. Et si le scénario est contaminé, chaque scène que vous vivez devient une menace. La colère vient souvent non pas de ce qui se passe, mais de ce que vous croyez que cela signifie. Si quelqu'un arrive en retard, le fait est simple. Mais si dans votre esprit ce fait confirme l'idée que vous n'êtes pas valorisé, alors vous explosez. Non pas à cause du retard, mais parce que le scénario vous crie que vous êtes dévalorisé à nouveau. C'est pourquoi,
L'un des outils les plus puissants pour maîtriser la colère est celui-ci. Réécrivez le scénario. Remettez en question les histoires que vous vous répétez. Tout n'est pas personnel, tout n'est pas une attaque, tout n'est pas dirigé contre vous. Parfois, les choses arrivent simplement. Les gens font des erreurs, agissent sans réfléchir, traînent leur propre lutte. Ce n'est pas à propos de vous, c'est à propos d'eux. Changer le scénario ne signifie pas nier ce que vous ressentez. Cela signifie voir plus clairement. Cela signifie choisir une interprétation qui vous donne du pouvoir et non qui vous l'enlève. Parce que si chaque chose qui se passe vous confirme que le monde est contre vous, vous allez vivre avec une colère constante. Mais si vous comprenez que souvent vos pensées ne sont rien de plus que des habitudes mentales, vous pouvez commencer à les réécrire. Vous pouvez vous dire autre chose. Vous pouvez vous donner une autre perspective. Et avec cela, votre réaction change. Vous n'avez pas besoin de vivre coincé dans la même histoire toujours. Vous avez le droit et la responsabilité de créer une narration qui ne vous fait pas de mal. Une qui ne déclenche pas votre colère à chaque pas. Une qui vous aide à rester ferme, sans transformer chaque frottement en guerre. Maîtriser la colère est aussi un acte d'édition. Parce que lorsque vous changez ce que vous vous dites, vous changez ce que vous ressentez. Et en changeant cela, tout le reste change. 7. Deviens un guide, pas une victime. La colère est confortable lorsque tu te places dans le rôle de la victime. Ils m'ont fait, ils m'ont provoqué, ils m'ont poussé à bout. Tu te laves les mains et accuses le monde. Mais tant que tu restes à cet endroit, tu n'as pas de pouvoir. Parce que celui qui se sent victime attend que tout change pour aller bien. Et cela ne va pas arriver. La vie ne s'adapte pas à ton état émotionnel. C'est toi qui dois prendre le contrôle. Cesser d'être une victime ne signifie pas accepter l'injustice. C'est arrêter de l'utiliser comme excuse pour perdre le contrôle. C'est changer la question de « Pourquoi me font-ils cela ?» à « Comment choisis-je de répondre à cela ?» Cette différence change tout. Parce que c'est là que la figure du guide apparaît, la personne qui se dirige elle-même même quand tout autour d'elle est en chaos. Devenir un guide ne signifie pas que tout est égal. Cela signifie que tu apprends à marcher avec une stabilité émotionnelle, même lorsque l'environnement ne collabore pas. Cela signifie que tu choisis d'agir avec un but au lieu de réagir avec colère. Cela signifie que tu deviens un exemple de contrôle, pas un reflet d'impulsion. Tu ne peux guider personne si toi-même tu te débordes à la première provocation. Tu ne peux parler de maturité si tu te brises à l'intérieur chaque fois que quelque chose te dérange. Mais si tu es capable de rester ferme quand tout brûle, alors tu deviens une référence. Pas pour les autres, pour toi. Quitter la position de victime ne consiste pas à durcir ni à avaler ce que tu ressens. Il s'agit de choisir le chemin le plus difficile, la responsabilité totale. Accepter que, bien que tu ne contrôles pas ce qui se passe, tu peux contrôler comment tu agis, comment tu penses, comment tu te comportes. Il y a deux chemins face à la colère. Celui qui se noie dans la plainte et celui qui devient un guide. L'un perd son temps à blâmer. L'autre utilise la rage comme signal pour se renforcer. L'un attend, l'autre agit. Si tu veux maîtriser ta colère, commence par te diriger toi-même, parce que celui qui se guide lui-même n'est jamais prisonnier de sa propre émotion. 8. Localise les mines internes avant de marcher dessus. La colère apparaît rarement de nulle part. Il y a toujours quelque chose à l'intérieur qui était déjà chargé. Une blessure non cicatrisée, une insécurité cachée, un souvenir qui fait encore mal. Le problème, c'est que tu ne le vois pas, jusqu'à ce qu'il explose, comme une mine enterrée. Tu marches tranquillement et soudain, quelque chose se passe et tout explose. Non pas à cause de ce qui s'est passé, mais parce que tu as marché exactement là où ça faisait le plus mal. Et tu ne savais même pas que c'était là. Si tu veux maîtriser ta colère, tu dois faire le travail inconfortable, reconnaître tes déclencheurs internes, ce qui t'irrite plus que de raison. Ce qui touche à ton orgueil, ce que tu ne tolères pas parce que cela révèle des parties de toi que tu n'acceptes pas encore. Ce sont tes mines, et tant que tu ne les identifies pas, elles continueront à exploser au pire moment.
Il ne s'agit pas de vivre en alerte constante, il s'agit de te connaître en profondeur, d'observer tes réactions, tes schémas, tes points faibles. Te mets-tu en colère quand quelqu'un te corrige, quand on ne te prête pas attention, quand les choses ne se passent pas comme tu l'espérais? Tout cela parle de quelque chose de plus profond, et c'est ce quelque chose que tu dois travailler si tu veux vraiment avoir le contrôle. La plupart des gens vivent en réagissant sans savoir pourquoi. Ils crient, frappent la table, se frustrent et ne comprennent pas ce qui les a brisés à l'intérieur. Mais celui qui prend le temps de regarder à l'intérieur, d'identifier ses blessures, ses croyances limitantes, ses vides non résolus, gagne un avantage énorme. Il peut anticiper. Il peut voir venir la colère avant qu'elle ne le consume. C'est de la prévention émotionnelle. N'attends pas d'exploser pour te comprendre. Fais-le avant. Explore tes histoires passées, tes déclencheurs, tes émotions accumulées. L'autoconnaissance n'est pas un luxe, c'est une nécessité si tu veux vivre en paix. Quand tu sais où sont tes mines, tu peux te déplacer avec plus d'intelligence. Tu peux faire une pause avant de réagir. Tu peux choisir des réponses plus sages. Tu peux prendre soin de tes relations, de ton énergie, de ta dignité. Maîtriser la colère ne signifie pas éliminer l'émotion, c'est la comprendre. C'est connaître le terrain émotionnel sur lequel tu marches chaque jour. Parce que celui qui sait où il marche ne se brise pas facilement. La vie n'a jamais été et ne sera jamais facile. C'est la réalité. Chaque jour, depuis que tu ouvres les yeux jusqu'à ce que tu les fermes la nuit, tu es confronté à des défis, à l'incertitude et à la douleur. Peu importe qui tu es, combien d'argent tu as ou dans quelle situation tu vis, nous partageons tous quelque chose d'inévitable. La vie nous met toujours à l'épreuve. Et face à cela, tu n'as que deux options. Soit tu te lamentes et laisses la vie t'entraîner en blâmant la chance ou les circonstances, soit tu décides de te lever, de regarder la réalité en face et de commencer à utiliser chaque coup, chaque difficulté, chaque déception comme carburant pour te renforcer. La philosophie stoïcienne enseigne précisément cela. Ce n'est pas ce qui t'arrive, c'est ce que tu en fais. La transformation personnelle n'a jamais dépendu de ce qui se passe à l'extérieur, mais de la façon dont tu réagis et comment tu décides d'interpréter ce qui t'arrive. Tes pensées, décisions et actions sont les seules choses qui sont vraiment sous ton contrôle. Tu peux décider de voir chaque obstacle comme une opportunité, chaque échec comme une leçon, et chaque perte comme un rappel puissant que tu es ici temporairement et que tu dois vivre avec courage, détermination et authenticité. Dans cette vidéo, je vais partager 8 leçons pratiques du stoïcisme que tu peux commencer à appliquer dès maintenant pour construire une vie forte, épanouissante et profondément significative. Il ne s'agit pas seulement de belles paroles ou de théories philosophiques lointaines. Il s'agit de principes qui, si tu les gardes en mémoire, les répètes et les entraînes quotidiennement, changeront ta façon de vivre. Parce que la vérité est celle-ci. Personne ne viendra te sauver. C'est toi, avec tes propres mains et tes décisions, qui dois modeler la vie que tu souhaites vivre. C'est ton pouvoir, c'est ta responsabilité, et tu ferais mieux de le prendre au sérieux, car personne ne le fera pour toi. 1. Transforme la douleur en pouvoir. La douleur n'est pas négociable. Tôt ou tard, nous traversons tous des moments de souffrance, de perte, de frustration ou de blessures émotionnelles qui nous secouent jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Mais ce qui est négociable, ce qui dépend entièrement de toi, c'est la réponse que tu donnes face à cette douleur. Les stoïciens comprenaient quelque chose de fondamental que la plupart des gens ignorent encore. Chaque coup que tu reçois dans la vie a le potentiel de te renforcer au-delà de ce que tu crois possible. Quand Marc Aurèle a écrit « L'obstacle est le chemin », il nous a laissé une précieuse leçon sur la façon de nous rapporter à la souffrance. La vie ne nous frappe pas parce qu'elle nous déteste ou parce qu'elle nous réserve de la malchance. Elle nous frappe pour révéler notre force, pour nous pousser vers une version plus forte et plus sage de nous-mêmes. Mais cela n'arrive que si tu choisis d'utiliser cette douleur comme un outil, pas comme une excuse. Imagine que tu viens de traverser une rupture douloureuse, que tu as perdu un travail qui signifiait tout pour toi, ou que tu as échoué dans un projet important.
Tu peux te noyer dans l'auto-apitoiement et te sentir victime des circonstances. Tu peux reprocher à la vie son injustice ou tu peux prendre la voie la plus difficile mais la plus puissante. Accepter cette douleur, la regarder en face et la transformer en carburant. Tu peux décider que ce moment sombre sera justement le point de basculement où tu deviens quelqu'un de nouveau, plus fort et plus déterminé. La neuroscience a démontré quelque chose d'intéressant. Lorsque tu acceptes activement la douleur émotionnelle et la réinterprètes comme une opportunité de croissance, tu reprogrammes littéralement ton cerveau. Tu crées de nouveaux chemins neuronaux qui te préparent à mieux résister aux adversités futures. Le cerveau humain est conçu pour se renforcer dans l'adversité, à condition que tu le lui permettes. Épictète le disait clairement. Les circonstances ne font pas l'homme, elles ne font que le révéler à lui-même. Pense à cela chaque fois que tu traverses des difficultés. Les circonstances ne sont pas là pour te détruire, elles sont là pour te révéler qui tu es vraiment. Et ce que tu es, en essence, c'est quelqu'un avec le pouvoir absolu de transformer la douleur en quelque chose de significatif, en un avantage compétitif, en pure force. Chaque situation difficile apporte avec elle la possibilité qu'émerge une vertu stoïcienne fondamentale, la résilience. Celle-ci ne se développe pas dans le confort. Elle a besoin d'adversité, de défis, de crises. Plus la blessure est profonde, plus ta croissance sera grande, à condition que tu aies le courage de l'affronter. C'est là que se séparent ceux qui mènent une vie ordinaire et ceux qui mènent une vie extraordinaire. Pratique cela chaque jour. Lorsque tu te trouves dans une situation inconfortable, difficile ou douloureuse, arrête-toi un instant et rappelle-toi que tu as à cet instant un choix crucial à faire. Vas-tu laisser cette douleur te contrôler ou vas-tu l'utiliser pour te renforcer ? Répète dans ton esprit des phrases comme « Cette douleur me renforce »,« Cette difficulté est mon entraînement » ou « Ce moment me transforme en celui que je suis destiné à être ». Ces affirmations, répétées constamment, façonnent ta réalité et redéfinissent ta relation avec la souffrance. Les stoïciens ne prétendaient pas ignorer la douleur. Ils la respectaient profondément parce qu'ils comprenaient qu'elle était leur professeur le plus sage et le plus cruel. N'aie pas peur de la douleur, respecte-la et utilise-la. Cette cicatrice émotionnelle que tu portes avec toi n'est pas un signe de faiblesse. C'est une preuve éclatante que tu es capable de survivre et de te renforcer au milieu de l'adversité. Apprends à voir tes blessures comme des médailles que tu as gagnées dans la bataille pour ta croissance personnelle. Rappelle-toi toujours ceci. Transformer la douleur en pouvoir n'est pas un acte d'optimisme naïf, mais un acte révolutionnaire de courage et de défi conscient face à la vie. C'est toi qui décides si chaque coup te brise ou te construit, s'il t'affaiblit ou t'élève. C'est ton choix, et ce choix définira toute ton existence. 2. Libère-toi de l'illusion du contrôle. Nous vivons piégés dans une illusion dangereuse qui nous vole notre paix intérieure, nous génère de l'anxiété et nous maintient frustrés jour après jour. L'illusion du contrôle absolu. Nous aimons penser que nous pouvons contrôler ce qui se passe autour de nous, que nos décisions et actions garantissent toujours des résultats exacts, prévisibles et souhaités. Mais c'est faux. Et plus tôt tu le comprendras, mieux tu pourras vivre. Les stoïciens enseignent qu'en réalité, il y a très peu de choses que tu peux vraiment contrôler. Épictète a résumé cela dans une phrase puissante. Certaines choses dépendent de nous, d'autres ne dépendent pas de nous. Tu peux contrôler ce que tu penses, comment tu interprètes ce qui se passe et comment tu réagis à cela, mais tu ne peux pas contrôler ni les résultats, ni les actions des autres, ni les circonstances extérieures. Prétendre le faire, c'est lutter contre la réalité, et cette bataille se termine toujours par une défaite. Le besoin obsessionnel de contrôle est une manifestation de la peur. Tu t'accroches à l'illusion du contrôle, parce qu'au fond, tu as peur de l'incertitude, tu as peur d'accepter que la vie, en essence, est imprévisible, que les gens peuvent changer, que les plans peuvent échouer, et que les choses ne se passent pas toujours comme tu le souhaites. Et ce n'est pas du pessimisme, c'est du réalisme.
La vie ne répond pas à tes attentes, elle répond à des causes et effets complexes qui sont au-delà de toi. Accepter cela, ce n'est pas se résigner, c'est se libérer. Pense à combien de fois par jour tu es frustré ou tu souffres pour des choses que tu ne peux tout simplement pas contrôler. Un embouteillage, une critique injuste, une décision d'autrui qui affecte tes plans, ou même la façon dont quelqu'un te traite. Et que fais-tu à ce sujet ? Normalement, tu te fâches, tu réagis avec colère ou tristesse, tu gaspilles de l'énergie émotionnelle que tu pourrais utiliser pour construire ta vie. Cette attitude t'affaiblit parce que tu dépenses ta force dans des batailles impossibles à gagner. Marc Aurèle, dans ses méditations, a écrit quelque chose qui devrait être gravé dans ton esprit. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Reconnais cela et tu trouveras la force. C'est la clé pour te libérer. Accepte la réalité telle qu'elle est, pas comme tu voudrais qu'elle soit, et concentre-toi ensuite férocement sur ce que tu peux changer. Si un problème échappe à ton contrôle, il ne mérite pas une seconde de plus de ton anxiété. Laisse-le partir. Permets-toi de ressentir le soulagement qui vient de comprendre que tout ne dépend pas de toi. Les neurosciences soutiennent cette sagesse stoïcienne. Lorsque tu libères ton besoin de contrôler ce qui échappe à tes mains, ton cerveau diminue automatiquement les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Cela te permet de penser clairement, de prendre des décisions plus sages et de vivre en paix avec l'incertain. La clarté mentale naît précisément de la reconnaissance honnête et courageuse de tes limites. Pratique cela chaque jour. Lorsque quelque chose te trouble, arrête-toi une seconde et demande-toi « Est-ce sous mon contrôle ou non ?» Si la réponse est oui, agis immédiatement avec courage et détermination. Si la réponse est non, libère consciemment ton attachement au résultat. Dis à haute voix ou répète dans ton esprit « Cela ne dépend pas de moi, je ne vais pas gaspiller mon énergie là-dessus ». En faisant cela, tu entraînes ton esprit à vivre en paix, même au milieu du chaos. Renoncer au contrôle n'est pas un signe de faiblesse, c'est une preuve absolue de force. C'est reconnaître ton véritable pouvoir et te concentrer sur la seule chose que tu as toujours à ta disposition, ton attitude face à la vie. Libère-toi de l'illusion du contrôle, embrasse l'incertitude, et tu découvriras que c'est précisément là, dans cette renonciation courageuse, que tu commences vraiment à vivre. 3. Maîtrise le feu avant qu'il ne te brûle. La colère est du feu pur. En petite dose, elle peut te pousser à agir, elle peut te motiver à changer ce qui est mal et à protéger ce que tu apprécies profondément. Mais si tu la laisses brûler sans contrôle, elle deviendra une force destructive qui ravagera tout ce qui t'est cher. Le stoïcisme comprend cela clairement et t'offre un outil précis pour maîtriser ce feu avant qu'il ne soit trop tard. Chaque fois que tu permets à la rage ou à la colère de te dominer, tu donnes le contrôle absolu de ta vie à la réaction émotionnelle la plus basique et primitive qui existe. Tu deviens esclave de ton propre élan, agissant de manière irréfléchie et maladroite, incapable de prendre des décisions intelligentes ou rationnelles. Tu ne perds pas seulement la bataille avec la personne ou la situation qui a provoqué ta fureur, mais tu perds aussi la bataille avec toi-même, avec ton caractère et avec le genre de personne que tu veux être. Le stoïcisme ne te demande pas de réprimer ta colère ou de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Il te demande quelque chose de bien plus exigeant, que tu apprennes à reconnaître et à contrôler ce feu alors qu'il commence à peine, que tu agisses avant qu'il ne devienne incontrôlable. Chaque émotion intense commence comme une petite étincelle, mais la plupart des gens ignorent ce moment initial. Quand ils le remarquent enfin, le feu est déjà hors de contrôle, et il est trop tard. La première chose que tu dois comprendre est que peu importe à quel point tu te sens justifié d'être en colère, tu peux avoir toutes les raisons du monde, tu peux avoir raison, mais si tu permets à la colère de te consumer, tu perds automatiquement, parce que tu as cédé ton pouvoir personnel à une émotion qui ne se soucie ni de ton bien-être, ni de la vérité. Elle veut seulement réagir, se venger, détruire. Ta véritable force ne réside pas dans la réaction immédiate, mais dans le fait de t'arrêter et d'analyser la situation avec calme et clarté. Le stoïcien Épictète l'a clairement exprimé.
Ce qui t'affecte n'est pas l'action des autres, mais ton interprétation de cette action. Personne ne peut te faire ressentir quoi que ce soit sans ton consentement. Et quand tu maîtrises cette idée, tu comprends que ta tranquillité d'esprit, ta paix intérieure, sont trop précieuses pour être laissées entre les mains de circonstances extérieures ou de personnes qui ne méritent même pas ce contrôle. Chaque fois que tu sens que le feu de la rage commence à s'allumer en toi, rappelle-toi que tu as encore le temps de prendre le contrôle. Respire profondément, éloigne-toi physiquement si nécessaire et demande-toi avec une brutalité honnête, est-ce que cela vaut la peine de sacrifier ma paix intérieure pour cela? Est-ce que cela vaut la peine de donner mon pouvoir personnel, ma dignité et ma tranquillité à cette situation ou à cette personne? La réponse sera presque toujours un non retentissant. N'oublie pas que chaque fois que tu contrôles ta colère, tu renforces ton caractère. Chaque fois que tu gardes ton calme face à la provocation, tu construis une force intérieure qui est presque impossible à briser. Tu deviens une personne invulnérable, non pas parce que tu ne te mets jamais en colère, mais parce que personne ne peut te faire perdre le contrôle. C'est une victoire que seuls ceux qui comprennent le véritable pouvoir de l'autocontrôle obtiennent. Pratique cette technique simple. Quand tu remarques que tu commences à te mettre en colère, observe-toi de l'extérieur, comme si tu regardais une autre personne. Observe comment l'émotion surgit, comment elle essaie de te dominer, et décide ensuite consciemment de l'arrêter là. Cette petite pause suffit pour reprendre le contrôle et éteindre le feu avant qu'il ne grandisse. Maîtriser le feu avant qu'il ne te brûle ne protégera pas seulement ta paix d'esprit, cela transformera également complètement ta façon de te rapporter à la vie. Tu cesseras d'être une marionnette de tes émotions et tu deviendras le maître absolu de ton destin émotionnel. C'est un effort difficile et constant, mais cela en vaut absolument la peine. Souviens-toi toujours que contrôler ta colère, c'est te contrôler toi-même, et c'est la plus puissante de toutes les victoires. 4. Ne gaspille pas ce que tu ne peux pas récupérer. Il n'y a qu'une seule monnaie dans la vie qui est absolument irrécupérable, ton temps. Tu peux perdre de l'argent et le récupérer plus tard. Tu peux perdre des amitiés et en construire de nouvelles. Tu pourrais même perdre des opportunités et en trouver de meilleures plus tard. Mais jamais, en aucune circonstance, tu ne pourras récupérer même une seule seconde de temps une fois que tu l'auras dépensé. Le temps est la substance même de ta vie. Et il est surprenant de voir à quel point nous sommes peu conscients de la façon dont nous le gaspillons jour après jour. Chaque instant de ta vie que tu consacres à des choses insignifiantes, à des conversations vides, à des personnes toxiques ou à des activités qui n'apportent pas de valeur réelle, est littéralement un morceau de ton existence qui ne reviendra jamais. Ce n'est pas une exagération ni un drame. C'est une réalité brutale que la plupart d'entre nous préfèrent ignorer parce qu'elle nous confronte directement à notre responsabilité. Mais si tu ne prends pas conscience de cela, tu vivras une vie à moitié, emportée par le courant, réagissant à l'urgence, pendant que l'important meurt lentement devant tes yeux. Cela ne signifie pas que tu dois être obsédé par l'utilisation de chaque seconde pour des tâches productives ou utilitaires. Non. Ce serait simplement une autre forme d'esclavage. Ce que le stoïcisme propose, c'est que tu sois radicalement honnête sur la façon dont tu investis ton temps. Ces heures passées devant ton téléphone portable ou la télévision sont-elles vraiment un choix conscient ou simplement un réflexe automatique? Est-ce vraiment la peine de participer à des discussions stériles qui ne mènent nulle part? Combien de ton précieux temps s'échappe quotidiennement dans des distractions que tu n'apprécies même pas? Tu dois comprendre cela clairement. Vivre distrait, c'est vivre endormi. C'est vivre sans prendre le contrôle de ton existence. Chaque heure qui passe, tu te rapproches inévitablement de la fin de ta vie. C'est inconfortable à accepter, mais c'est précisément ce malaise qui doit te réveiller. Quand tu acceptes pleinement ta mortalité, tu comprends que chaque jour, chaque minute, chaque instant a une valeur absolue que tu ne peux pas te permettre de gaspiller. Chaque fois que tu es tenté de gaspiller ton temps, arrête-toi et demande-toi avec une agressivité consciente,
Suis-je prêt à échanger un morceau irremplaçable de ma vie pour cela? Si la réponse honnête est non, alors arrête immédiatement cette activité. Défends avec férocité la valeur de ton temps. N'aie pas peur de dire non à ce qui n'apporte rien, à ce qui ne construit pas, à ce qui ne te rapproche pas de la vie que tu veux vraiment vivre. Le stoïcisme enseigne aussi quelque chose de crucial ici. Ton temps n'est pas seulement à toi, il appartient aussi aux personnes que tu aimes et aux causes que tu valorises profondément. Chaque instant que tu gaspilles est un instant que tu pourrais consacrer à construire quelque chose de significatif, à partager avec ceux qui comptent vraiment ou à grandir personnellement. Si tu comprends vraiment cela, tu ne prendras plus jamais le temps à la légère. Aujourd'hui, maintenant, tu as une décision importante à prendre. Tu peux continuer à agir comme si ton temps était infini, le laissant s'échapper entre tes doigts avec indifférence, ou tu peux décider de le protéger avec une détermination absolue. Choisis consciemment tes batailles, tes amitiés, tes passions et tes moments de repos. Choisis de vivre avec l'intensité que chaque seconde mérite, en te rappelant toujours que chaque instant perdu ne reviendra jamais. 5. Ton destin se construit dans l'invisible. La plupart des gens veulent des résultats immédiats, des applaudissements visibles et des succès qu'ils peuvent montrer en public. Ils croient naïvement que le destin se construit uniquement avec les grandes décisions, celles que le monde entier observe et admire. Mais le stoïcisme enseigne quelque chose de radicalement différent. Ce qui définit vraiment qui tu es, en qui tu deviendras et jusqu'où tu iras dans la vie, se passe toujours dans l'obscurité, loin des applaudissements et sans que personne ne te regarde. Ton destin ne dépend pas des grandes victoires, mais des petites décisions que tu prends chaque jour en silence. Ces décisions qui semblent insignifiantes, que personne ne voit, que personne n'applaudit, mais qui façonnent lentement ton caractère, ta discipline et ta force intérieure. Quand personne ne te regarde, quand il n'y a aucun prix immédiat, ni récompense en vue, quelle décision prends-tu? Là, dans cette intimité avec toi-même, c'est là que tu construis réellement ton destin. La vraie grandeur ne vient pas d'actes extraordinaires qui sont faits une fois, mais de petites actions répétées constamment jour après jour. Personne ne devient fort, sage ou réussi par accident. C'est une décision consciente, répétitive et silencieuse qui se passe en coulisses. Ce sont les habitudes quotidiennes que tu cultives en privé. Ces petites victoires internes que personne ne saura jamais, qui définissent tout ton parcours. Quand tu es seul, quand tu te lèves tôt, même si tu pourrais rester au lit, quand tu décides de t'entraîner même si tu es fatigué, quand tu travailles sur tes objectifs, même si personne ne te félicite pour cela, tu établis les bases de ton avenir. Chaque petit effort compte, chaque fois que tu choisis de faire ce qui est juste plutôt que ce qui est facile, tu façonnes la personne que tu veux vraiment être. Arrête de chercher une validation externe pour ce que tu fais. Arrête de dépendre des éloges, de la reconnaissance ou des applaudissements pour te motiver. Si ton engagement dépend de la reconnaissance de ton effort par les autres, tu n'iras jamais loin. Ce que tu construis en silence, ce que tu fais sans avoir besoin d'approbation, c'est ce qui te rend vraiment imparable. C'est ce qui te permet de vivre avec force et sens profond, au-delà du bruit extérieur. Il est essentiel que tu te souviennes de ceci. La vraie récompense est dans la personne que tu deviens pendant le processus. Ton caractère est le résultat direct de ce que tu fais en privé, quand personne ne te regarde. La discipline que tu construis dans l'obscurité sera ta plus grande force lorsque les vrais défis arriveront. Parce que ces défis arrivent toujours, et seuls ceux qui ont cultivé silencieusement leur résistance interne seront capables de rester debout lorsque les autres tomberont. Quand le succès arrive, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas de la magie. C'est simplement la manifestation visible de ce que tu as patiemment cultivé dans l'invisible. Chaque victoire publique a derrière elle des centaines, des milliers de petites décisions privées. C'est pourquoi, concentre-toi toujours sur ces décisions quotidiennes, même les plus triviales.
Traite-les avec respect et sérieux absolu, car c'est là que tu sèmes exactement ce que tu récolteras plus tard. Dans les moments difficiles, quand la motivation disparaît et qu'il semble que tes efforts sont inutiles, rappelle-toi que dans l'invisible, tu construis ton destin. Ta détermination silencieuse est la vraie mesure de ta force. Ne laisse pas les doutes ou les critiques te distraire, car personne d'autre que toi ne peut voir la vraie valeur de ces petits actes quotidiens que tu accomplis sans témoin. Rappelle-toi ceci chaque jour. Ce que tu fais quand personne ne te regarde est ce qui te définit en tant que personne. C'est là ton véritable héritage. C'est là que se forme ton avenir. C'est là que naît la vie pleine et significative que tu désires tant. Garde ton focus sur l'invisible. Garde ton engagement silencieux, car dans ces petites actions constantes réside l'essence même de ta grandeur. 6. La peur ment, mais c'est toi qui décides. La peur est le plus grand menteur auquel tu seras confronté dans ta vie. Chaque jour, elle murmure à ton oreille des scénarios catastrophiques, te paralyse avec des menaces invisibles et te convainc que tu ne peux pas, que tu n'es pas assez ou que les choses vont mal tourner inévitablement. Le plus absurde, c'est que presque tout ce que tu crains n'arrive jamais. Pourtant, tu vis sous son ombre constante, lui remettant ton pouvoir, ta tranquillité et tes opportunités à une illusion qui n'a jamais vraiment existé. La peur n'est rien de plus qu'une projection créée par ton esprit pour te protéger du risque, de l'échec, du rejet ou de la douleur. Mais ce qui devait être un outil de survie est devenu ton pire ennemi, une prison invisible qui t'empêche de vivre la vie que tu mérites de vivre. Chaque fois que tu entends cette voix, chaque fois que tu doutes de toi-même, chaque fois que tu permets à la peur de te contrôler, tu renonces volontairement à ta force, la remettant à quelque chose qui n'est même pas réel. La philosophie stoïcienne soutient que la peur surgit lorsque tu confonds tes interprétations et tes attentes avec la réalité elle-même. Tu penses à tout ce qui pourrait mal tourner, tu projettes des désastres futurs et tu les vis comme s'ils étaient des vérités absolues. Mais voici l'important. Rien de tout cela n'est réel encore. La seule chose réelle est ce moment présent et ce que tu en fais dépend exclusivement de toi. C'est toi qui décides si tu vis esclave de la peur ou si tu choisis de faire face avec courage à l'incertitude. Pense à combien d'opportunités tu as perdues simplement parce que tu avais peur d'échouer. Peur de ce que diront les autres ou peur de ne pas être préparé. Et où es-tu maintenant ? Es-tu vraiment plus sûr, plus heureux ou plus accompli pour avoir évité de relever ces défis? La réponse est probablement non. Chaque fois que tu fuis la peur, tout ce que tu fais, c'est la renforcer. Elle devient plus grande, plus puissante, plus invasive dans ta vie. Parce que la peur ne disparaît pas avec le temps, elle se nourrit précisément de ton indécision. Tu dois comprendre que chaque décision que tu prends par peur est une mauvaise décision. Parce que ce n'est pas toi qui décides, c'est la peur qui décide pour toi. Et tu ne peux pas permettre que ta vie soit dirigée par un menteur. Prends conscience que c'est toi qui lui as donné ce pouvoir, et que, tout comme tu le lui as donné, tu peux aussi le lui enlever. Affronter la peur ne signifie pas que tu vas l'éliminer complètement, cela signifie que tu agiras malgré elle. Cela signifie que tu décides consciemment d'écouter son mensonge, de le regarder en face et de dire « Ceci n'est pas réel, je décide qui je suis, ce que je peux faire et jusqu'où je peux aller. » Parce que le véritable pouvoir réside dans l'action que tu prends malgré la peur, pas en son absence. Chaque fois que tu prends une décision courageuse, même petite, tu affaiblis le pouvoir que la peur exerce sur toi. Chaque fois que tu défies tes limites auto-imposées, tu élargis ce que tu crois possible pour toi-même. Ce n'est pas un acte héroïque, c'est un simple choix quotidien, conscient et déterminé, qui te libère peu à peu de la prison dans laquelle tu t'es enfermé. La vie que tu désires vivre, la version la plus forte et la plus authentique de toi-même, est toujours de l'autre côté de la peur. Pas dans un futur lointain, mais juste ici, maintenant. Dans la décision courageuse que tu peux prendre en cet instant précis. Arrête de croire à tes peurs. Ose les remettre en question. Demande-toi toujours avec fermeté et clarté « Qu'est-ce que je perdrais vraiment si j'ignore ce mensonge ?»
Quelle vie pourrais-je vivre si j'arrête d'écouter cette tromperie constante? La décision est entre tes mains. La peur peut te mentir tous les jours, mais c'est toi qui décides si tu continues à croire ces mensonges ou si tu oses enfin vivre une vie qui vaut la peine d'être rappelée. 7. Tout ce que tu penses ne mérite pas ta foi. Ton esprit peut être ton plus grand allié ou ton pire ennemi. Chaque jour, des milliers de pensées circulent sans relâche dans ta tête. Certaines utiles, certaines inutiles, certaines toxiques et d'autres totalement fausses. Mais l'erreur la plus courante que nous commettons tous est de croire automatiquement à tout ce que nous pensons, sans jamais remettre en question si ce que notre esprit nous dit est réel ou non. La philosophie stoïcienne enseigne avec une clarté absolue que toutes tes pensées ne méritent pas ta confiance. Et si tu veux vivre une vie forte, épanouie et significative, tu dois apprendre à défier ton propre esprit. Souvent, tu n'es même pas conscient d'avoir accepté de fausses croyances sur toi, sur les autres ou sur le monde. Peut-être te répètes-tu que tu n'es pas assez capable, intelligent ou fort pour réaliser ce que tu désires. Peut-être te convaincs-tu que les autres ont toujours de mauvaises intentions envers toi ou que la vie est injuste par nature. Ces pensées se répètent tellement que tu finis par les confondre avec la réalité elle-même. Mais cela ne les rend pas vraies. Ta perception n'est pas toujours la vérité, c'est simplement une interprétation, et comme toute interprétation, elle peut être erronée. L'esprit a tendance à exagérer les dangers, à minimiser les opportunités et à créer des scénarios irréels qui ne se produiront jamais. En d'autres termes, ton esprit a souvent tort, et tant que tu continueras à lui croire aveuglément, tu vivras piégé dans des limitations imaginaires, des frustrations auto-imposées et des souffrances inutiles. Pour briser ce cycle, tu dois devenir sceptique envers tes propres pensées. Tu dois apprendre à remettre activement en question tout ce qui surgit dans ton esprit, surtout lorsque cela t'affaiblit ou t'empêche d'avancer. Défie avec intensité chaque pensée négative, chaque doute paralysant, chaque insécurité qui apparaît. Pose-toi avec fermeté la question. Ai-je une preuve réelle que cela soit vrai? Cette pensée me renforce-t-elle ou me limite-t-elle? Me rapproche-t-elle de la personne que je veux être ou m'en éloigne-t-elle? La plupart du temps, tu découvriras que ce qui semblait être une vérité absolue n'est qu'une fiction construite par ton propre esprit, une fiction que tu as toi-même nourrie et renforcée en ne la remettant jamais en question. Cet exercice constant de remise en question de tes propres pensées ne te libère pas seulement des mensonges internes, il te renforce aussi en tant que personne. Tu cesses d'être l'esclave de tes croyances limitantes et tu commences à prendre des décisions basées sur la réalité, sur ce qui se passe réellement devant toi et non sur tes peurs ou tes insécurités. Petit à petit, ta vie devient plus authentique, car tu avances maintenant poussé par la vérité et non par des illusions destructrices. De plus, apprends à prendre du recul par rapport à tes pensées. Observe ton esprit comme si tu étais un spectateur impartial. Imagine que ces pensées ne t'appartiennent pas, mais qu'elles sont simplement des mots flottants dans l'air. Ce détachement conscient est la clé pour reprendre le contrôle de ton propre esprit. Tu n'as pas à accepter quelque chose simplement parce que cela a surgi dans ta tête. Toutes tes pensées ne méritent pas ton respect, encore moins ton obéissance. Chaque jour, prends la décision consciente d'écouter ton esprit, mais sans lui obéir aveuglément. Sois critique, garde toujours une vigilance sur tes pensées. Plus tu pratiqueras cette habitude, plus il sera facile de distinguer les pensées qui te poussent vers l'avant de celles qui te maintiennent simplement piégé dans un cercle sans fin de doutes et de frustration. Tout ce que tu penses ne mérite pas ta foi. Choisis judicieusement ce à quoi croire, ce qu'ignorer et ce qu'éliminer pour toujours. Souviens-toi que ta force, ta paix mentale et ta liberté émotionnelle dépendent directement de ta capacité à te remettre en question avec une honnêteté absolue. Lorsque tu apprendras à te méfier sainement de ton propre esprit, tu auras repris le contrôle total de ta vie. Et c'est la seule façon de vivre pleinement et avec un véritable pouvoir. 8. Brise les chaînes de l'approbation. Vivre en fonction de l'approbation des autres, c'est vivre en esclavage.
Il n'existe pas de prison plus cruelle, invisible et destructrice que celle-ci. Si tu as constamment besoin de validation externe pour sentir que tu as de la valeur, que tu fais ce qui est juste ou que ta vie a un sens, tu ne seras jamais vraiment libre. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour te juger, te critiquer ou désapprouver ce que tu fais. Il y aura toujours quelqu'un qui ne comprendra pas ou n'acceptera pas tes décisions, et si tu bases ta valeur sur ces opinions externes, tu n'atteindras jamais la paix mentale, ni la force intérieure que tu recherches. L'approbation est une drogue addictive qui affaiblit ton caractère, éteint ton authenticité et dilue tes rêves. Chaque fois que tu cèdes tes valeurs, renonces à ta propre voix ou sacrifies ce que tu veux vraiment, juste pour plaire aux autres, tu te donnes un peu plus. Et viendra un jour où tu regarderas en arrière et découvriras avec une profonde tristesse que tu n'as jamais vraiment vécu ta vie, mais la vie que les autres attendaient que tu vives. Le stoïcisme enseigne clairement que la seule approbation dont tu as besoin est la tienne. La seule voix qui doit t'importer est celle de ta conscience. Quand tu apprends à vivre selon tes principes, selon ce que tu considères comme juste et précieux, sans te soucier de l'opinion des autres, tu deviens quelqu'un de vraiment fort, quelqu'un de libre. Tu dois comprendre que la désapprobation des autres n'est pas quelque chose que tu dois éviter à tout prix, mais un signe clair que tu vis de manière authentique. Si personne ne te désapprouve jamais, alors tu ne fais probablement rien de significatif avec ta vie. Les critiques, les jugements ou les opinions négatives des autres sont inévitables lorsque tu as le courage d'être toi-même. Et c'est bien, c'est plus que bien, c'est nécessaire. N'aie pas peur de perdre l'approbation externe. Crains bien plus de te perdre toi-même en essayant de l'obtenir. Demande-toi constamment « Que ferais-je maintenant si je ne me souciais pas de ce que les autres pensent ?» Cette question sera ta boussole, ton guide, ton antidote contre l'insécurité. À partir de maintenant, engage-toi à prendre des décisions à partir de ton authenticité, pas à partir de la peur du rejet. Détruis les chaînes invisibles qui te lient à l'approbation. Ce n'est que lorsque tu auras le courage de te libérer complètement de ces attentes externes que tu pourras découvrir qui tu es vraiment et vivre avec une plénitude absolue.